La thèse mettait en avant l'analyse, en commençant par la traduction bien sûr, des témoignages des survivants. Alors d'abord, il y a eu à mettre en évidence les difficultés à traduire cette réalité, cette indicible, d'une langue qu'elle dit au français, deux langues culturellement et géographiquement très distantes. Il a été question de montrer d'abord comment les témoins verbalisant leur vécu sont sous influence directe du discours des tenants du pouvoir, des leaders d'opinion. Et il était justement question de montrer d'abord combien, avec le temps, le témoin peut se retrouver en train de dire de la justification du crime, des crimes dont il est survivant, d'un point de vue plutôt en utilisant les mêmes termes que le bourreau ou plutôt l'apologue du crime dont il est le survivant. Il a été aussi question de montrer surtout combien l'accord au sommet de l'État entre les présumés coupables, là je pèse mes mots, et un régime par exemple qui a besoin d'asseoir sa légitimité par ailleurs compromise par la nature de coup d'État dont il est issu, met en danger en fait, met de côté complètement le discours de la victime qui se trouve noyé et dans les discours des politiciens et dans le discours des médias qui, dans la plupart des cas, est une reprise ou plutôt une réexpression du parler, du discours des dirigeants. Dans la même foulée, nous avons pu montrer combien, avec le temps, le discours du survivant, c'est-à-dire le témoin, peut se trouver complètement mis de côté par les grands courants, c'est-à-dire quand le discours, par exemple, est à la réconciliation, en mettant de côté la justice comme on le sait, et quand le discours, par exemple, ou plutôt la vogue, est l'unité nationale en prônant surtout le pardon et sans justice, par exemple, qu'encore une fois, la victime qui demande justice se trouve marginalisée malgré lui, malgré les dispositions du droit pénal international qui comprend justement, qui dispose que le génocide est un crime inamnistiable et imprescriptible. C'est-à-dire, je me suis mis à ce travail sous l'angle de l'analyse critique du discours, et ce qui justement m'a permis de montrer combien il était possible, d'ailleurs c'est ce qui a failli se passer, il a été possible que ce discours qui ne rentrait pas dans la vogue générale du repentir, ou pas du repentir en tout cas, de l'oublier pour le mieux vivre ensemble, bref, du pardon mutuel, avait des chances d'être oublié, alors que, comme nous le disions tantôt, il n'y a pas donc de pire crime que le génocide qui a été étiqueté crime imprescriptible et inamnistiable. Et je dois dire en passant que ce n'était pas facile pour mener une telle étude parce que je le partage dans ma thèse et ça nous a retenu pendant longtemps dans la soutenance même, parce que je traitais un sujet qui m'est particulièrement proche et dans un cadre où je suis en exil et où il était question d'évaluer en quelque sorte le discours d'un pouvoir qu'on a fui. Et justement, plutôt heureusement, je ne suis pas le seul, je n'étais pas le premier dans cette filière, mais c'était une considération qui, au départ, semblait affaiblir ma recherche. Mais comme je le disais tantôt, quand il y a assentiment, ou plutôt accord entre les présumés génocidaires et d'un côté, par exemple, un pouvoir issu d'un coup d'État qui a besoin de se légitimer à tout prix, sous-entendu au prix même de classer sans suite en génocide pourtant des gens enquêtés par les Nations Unies, et bien il est tout à fait normal que les années qui suivent et le crime des crimes et l'enquête des Nations Unies soient justement caractérisées par un silence presque total, à part bien sûr une poignée d'activistes et une poignée d'organisations de la société civile. Donc il est tout à fait normal qu'on se retrouve dans un tel cadre, dans un climat ou plutôt dans une situation où ce génocide est discuté peu et est marginalisé. C'est justement ce que j'essaie de montrer par la reprise intersubjective dans le discours du témoin des considérations, des arguments, des justifications des leaders d'opinion et des tenants du pouvoir.
Et il a été justement question à cette occasion de rappeler que même aux Nations Unies, au départ, quand on a lancé le terme, ou plutôt adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, il n'y a jamais eu d'accord quant à aux actes constitutifs et même dans la mise en application, vous constatez aujourd'hui que ce qui est justement reconnu presque mondialement, par exemple du côté des Turcs, donc du régime turc, ce qu'il a commis sur les Arméniens, eh bien, on constate qu'il se trouve ici des rallants négationnistes qui justement veulent mettre de côté ce génocide. Bref, c'est cela qui explique que même dans le cas du Burundi, même s'il n'a pris que 3 années pour mener une enquête, la boucler et conclure à des actes de génocide, eh bien, il n'y a jamais eu de suite, du moins au niveau de l'État, au niveau du sommet de l'État.